j'ai l'impression que je suis une super bonne communicante. Et comme quand je parle, bah, c'est fluide, sur forcément un centre d'intérêt. Hein. Et donc, les gens ne voient pas que ma réalité interne, c'est waouh! Bonjour à tous et bienvenue dans 1%, le média qui a pour vocation de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Merci infiniment au Rio pour leur accueil chaleureux, de nous avoir permis d'avoir cet endroit, ce lounge. Le Rio, c'est évidemment les rencontres internationales de l'autisme à Paris. Ça nous a permis justement de faire quelques interviews avec certains des intervenants et des intervenantes. Aujourd'hui, on a Sonia Fiquet. Bonjour, bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Sonia, ça fait longtemps qu'on discute, ouais. Qu'on voulait faire cette interview. On s'apprivoise. On s'apprivoise, exactement. Alors Sonia, tu es conférencière, formatrice, pédagogue, auteure, chef d'entreprise. Enfin, raconte-nous un petit peu, présente-toi. Waouh. Alors, wow, c'est... Donc, j'ai 55 ans. Je suis... une maman de 3 enfants qui a découvert son autisme toute seule à l'âge de 51 ans. Voilà, et ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie, puisque en fait je vivais dans un monde parallèle sans le savoir, que je me prenais des murs dans ce que je pouvais développer, ce que je pouvais faire, que je ne comprenais pas. Et que le fait, donc j'avais ce handicap justement invisible, et le fait d'un seul coup de le découvrir, de le comprendre, de l'accepter, m'a permis d'un seul coup de changer tous les paradigmes et tout mon regard même sur la vie que j'ai pu avoir depuis toute petite. Voilà. Quand tu dis que tu as découvert toi-même ton autisme, est-ce que tu as eu un diagnostic aussi officiel ou bien est-ce que Oui, j'ai un diagnostic officiel. Je suis tamponnée, étiquetée. Voilà. Quand je dis je l'ai découvert toute seule, c'est presque un hasard en fait que je découvre mon autisme, puisque moi je consultais depuis très longtemps. J'ai eu des problèmes de santé, peut-être qu'on en reparlera, mais l'impact de l'autisme sur moi a été très très important. J'avais consulté des psychologues, voilà, jamais on m'a parlé d'autisme, jamais, jamais, jamais. Même pour mes enfants qui eux-mêmes après par la suite, voilà. On a su qu'eux aussi, mais personne ne nous avait parlé d'autisme, jamais. Et puis, par contre, on me disait HPI, haut potentiel intellectuel. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, hein. Moi je suis née en 69. Surdoué avant, non, je pense. Alors, hypersensible au départ, on m'a dit, quand j'étais toute petite, que j'ai commencé à faire mes difficultés à 8 ans. Ensuite, on disait précoce. Après, j'ai eu surdoué, donc quand j'avais 30 ans. Et puis le HPI est arrivé à 44 ans, où là j'ai décidé de faire des tests parce que, a priori, c'était ça la source de mon décalage. Et donc, comme les psychologues que je rencontrais à l'époque me disaient que mon décalage venait du fait que, soi-disant, j'allais plus vite que les autres, que je traitais différemment l'information, mais en fait surtout plus vite, c'est ce que j'entendais, et mieux. Et c'est aussi ce que je comprenais à l'époque. Pour moi, c'était mon identité. C'était, voilà, c'est pour ça que je suis en décalage, c'est pour ça que je ne comprends pas les autres. Je vais trop vite, je suis meilleure. C'était terrible. Et puis lors d'un énième burn-out, sur le dernier poste que j'avais, où j'étais directrice régionale d'un organisme de formation, j'ai décidé de créer donc ma propre société. Alors c'était quand même ma 3e expérience, j'avais déjà eu 2 autres sociétés avant, mais un organisme de formation dédié à ce qui me passionne, c'est-à-dire la communication relationnelle, et en l'occurrence sur le HPI. Et comme je ne sais pas faire les choses à moitié, j'ai commencé à lire et à me renseigner sur le HPI pour bien savoir de quoi je parlais. Et à mesure que j'avançais, je découvrais que le HPI n'était pas source de décalage, que les études ne montrent pas ça, que quelqu'un qui a juste un HPI fonctionne plutôt bien et n'a pas de comorbidité, a une meilleure vie sociale, a une meilleure scolarité, voilà.
Donc, a priori, le HPI n'était pas source de dysfonctionnement. Et donc, je me dis, mais quand même, sur les forums, tout ça, tout le monde en parle de ce décalage. Donc, on va aller voir sur Internet. Et donc, je tape HPI, syndrome de décalage. Je me dis, forcément, il est nommé. Les scientifiques, les médecins... Syndrome de décalage, c'est intéressant comme ça. Comme premier mot-clé que tu as posté, que tu as mis, c'est syndrome de décalage. Et là, je suis tombée sur Asperger. Asperger, qui m'a noté ça. Exactement. Vous savez. Non, mais on va le préciser. Mais... Et donc, Asperger. Et donc, moi, à l'époque, donc il y a 4 ans en arrière, je ne connais rien de l'autisme. Ce que j'en vois à la télévision, ce que... voilà, je sais juste que ce sont des personnes en difficulté d'interaction, qu'on voit parce qu'elles font des crises, qui se balancent sur elles-mêmes, qui sont décalées. Donc je ne me reconnais absolument pas là-dedans et je me dis, mais non, c'est pas ça, Sonia. Donc je retape. Je cherche toujours, mais je dis, c'est pas possible, il y a bien quelqu'un, hein, voilà. Et puis je retombe sur autisme au féminin. Et là, je vois une vidéo de Julie Daché, qui est psychologue, et qui dit qu'elle est autiste. Et donc là, je me dis, comment ça, elle est autiste, elle Donc je regarde toute sa vidéo, voilà, elle parle de l'autisme au féminin. Et là, d'un seul coup, je commence à comprendre que peut-être c'est peut-être ça, moi. Et donc là, je commence à me renseigner sur Internet, à aller voir d'autres vidéos, d'autres podcasts, donc à commander tous les livres sur l'autisme, donc Tony Attwood, Laurent Motron, à lire, à faire tous les tests en ligne. Et là, ça match, quoi. Donc en fait, tu vois que toutes tes recherches porte à penser que tu es autiste, ouais. Et du coup tu vas chez le psychiatre pour faire des diagnostics. Alors du coup je vais à Rio en fait. À Rio, Rio R-I-O. Non, je vais okay, en fait il y a 4 ans, grâce aux rencontres internationales de l'autisme, ouais. Je me dis, elles sont à Lyon à ce moment-là, et je me dis, je vais aller là-bas parce que c'est là-bas que je peux trouver des réponses. Il y aura des professionnels, on va me renseigner, voilà. Donc je monte à Lyon, voilà, et je tombe sur l'association d'Hélène, donc aspergeraid.com. Et là, il y a une neuropsychologue qui est sur le stand, et je vais la voir, et je vais très mal parce que je me dis, mais non, c'est un truc que tu inventes dans ta tête, là, qu'est-ce qui se passe, tu peux pas être autiste, tu peux, voilà. Et donc, je vais la voir, et Asperger, voilà, et je leur dis, est-ce que vous pouvez voir si je suis autiste ? Et donc là, ils me proposent de faire un entretien de dépistage et puis un pré-diagnostic. Voilà. Alors, je suis venue là-bas parce que j'avais fait la démarche d'aller vers un centre régional d'autisme, et que pour les gens comme moi, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle et adultes, il y a une liste d'attente de 3 ans dans ma région, et je me suis renseignée, c'est un peu partout pareil. C'est le CRA ou bien c'est... Le CRA, ok, d'accord, Centre régional de oui, ressources oui, autisme. d'accord, autant pour moi. Voilà. Et donc du coup, effectivement, le délai d'attente est tant que moi j'ai besoin des réponses à ma question, quoi. Il faut que je sache c'est quoi ce bordel, quoi. Et donc, du coup, je monte à Paris, je fais les tests, et là, donc au-delà des signes que j'avais pu lire et comprendre, donc l'hypersensorialité, par exemple, que j'ai toujours eu, les odeurs qui me dérangent, je peux pas m'empêcher de sentir mes vêtements avant de les mettre. S'il y a la moindre odeur, je ne sais pas, des odeurs qu'il n'y a que moi qui les sens, parce qu'en plus je peux faire sentir à mon compagnon en disant tu sens quoi ? Bah rien, ça sent bon. Et non, tu sens pas, il y a une petite odeur de moisi, un petit truc là voilà. Et donc je peux pas mettre sur ma peau des vêtements qui vont pas être accordés à mon odeur, quoi. Voilà. Sinon je vais les sentir toute la journée, quoi. C'est pas possible. Donc j'ai un odorat hyper développé, j'ai une hyperacousie, ça je le savais, voilà, j'entends et j'entends pas. Des fois je suis sourde, et des fois au contraire je vais entendre des bruits. T'as le choix entre les deux ? J'ai pas le choix. Il y a des fois quand j'avais le restaurant, j'entendais par exemple si quelqu'un faisait une critique sur un plat, malgré le brouhaha, c'est comme si c'était sélectif, et j'entendais. Et voilà. Et par contre, il y a des gens qui peuvent me parler des fois, et j'entends pas. Les commentaires des haters, tu les vois toujours, et même s'ils sont minoritaires,
Ouais. Ça a toujours ça attire toujours l'attention en fait. Et après tu te fais toute une réflexion. Mais alors tu vois, là-dessus j'ai évolué. Parce qu'avant je pensais que le haters, voilà, c'était quelqu'un... Et maintenant je comprends juste que le haters, c'est quelqu'un qui comprend pas ce que je dis, c'est tout. Donc pour moi c'est plus un haters, c'est juste quelqu'un qui a besoin d'aide. Ouais, c'est bien de voir comme ça. Il faut transformer le négatif en positif. Et puis c'est ce que je m'efforce toujours à faire du mieux possible aussi. Ouais. Et donc du coup, voilà, pour terminer sur ce diagnostic d'autisme, lors de l'entretien, elle me montre comment, en fait, je suis auto-centrée et que je n'arrive pas à intégrer le point de vue de l'autre. Et ça, j'étais persuadée que non. J'étais persuadée que j'étais quelqu'un qui, comme je passais mon temps à observer les gens, j'étais vraiment dans la grande observation, à dire qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui se dit, voilà, d'interpréter le moindre signe, voilà, d'écouter pour comprendre. Je ne voyais pas que je traitais l'information de mon propre point de vue tout le temps. Et ça a été une vraie révélation, parce que lors d'un test qu'elle me fait passer, et que je ne dévoilerai pas, parce que je ne veux pas biaiser pour ceux qui sont en diagnostic et qui pourraient nous écouter. Parce que nous, on apprend vite. Du coup, quand on sait, eh ben, on va pouvoir se concentrer et éviter le truc. Donc c'est pour ça que je ne dirai pas en quoi ça consiste ce test. Mais en attendant, quand je l'ai passé, là, ça m'a pété la gueule, quoi. Parce que elle me dit, on passe le test. Moi, ça m'irrite, ça me dérange. Je me dis, mais pourquoi elle me pose ces questions? Je ne comprends pas. Voilà. Et à la fin, elle me dit, vous comprenez pourquoi je vous ai posé ça? Je dis, bah non, pour moi, c'est hors cadre, voilà. Et c'est là qu'elle me dit, bah, parce que moi, je cherche ça et je vois ça dans le cadre de ce diagnostic. Ah mince, j'avais pas vu, j'avais pas compris. Ouais, bien sûr. Et là, j'ai pu comprendre qu'est-ce que c'était la cécité contextuelle, par exemple, ma difficulté à intégrer le point de vue de l'autre. Du coup, de commencer à comprendre que derrière le diagnostic, j'avais un chemin à parcourir pour la compréhension de mon handicap. Donc là, tu as passé ton diagnostic, c'était à 51 ans. 51 ans, ouais, je l'ai reçu en décembre 2020. D'accord, décembre 2020. C'est rigolo, c'est le même, plus ou moins la même date que quand j'ai commencé à faire des vidéos. Ah ouais? Comme ça, ouais. Des synchronicités. 31 décembre. Ouais. Ça y est, tu bugs. Ça m'arrive souvent aussi. Non, mais c'est pas grave. Mais donc là, t'as quand même passé ta vie donc avec plusieurs étiquettes qu'on t'a données. C'était quoi les premières étiquettes déjà? C'était hypersensible. Hypersensible, après précoce. Précoce. Après, c'était surdoué. Après, HPI. Et là, d'un seul coup, c'est TSA. Ouais, donc en fait, t'as passé ta vie avec ces étiquettes quand même. Je suis presque surpris, en fait, que t'aies jamais eu l'autisme dans un coin de ta tête jusqu'à ce moment-là, dans le sens où... Enfin, jusqu'au moment de ta recherche sur Internet, parce qu'il y avait quand même pas mal d'étiquettes qui étaient dans l'écosystème de lexical, on va dire, dans le champ lexical. À mon époque. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a une progression dans le temps. Ouais, c'est ça, voilà. C'est que dans le temps... Aujourd'hui, si on dit hypersensible, précoce, surdoué, machin, on va commencer à se dire, plus tous les problèmes de santé, on va se dire, on va chercher. Mais à l'époque, c'était... non, les autistes, c'était les personnes qui ont du mal à parler, qui sont complètement inadaptées, qui sont placées dans des IME. On ne parlait pas de cet autisme... finalement complètement invisible, quoi. Complètement, voilà. Et même les enfants qui étaient diagnostiqués autistes Asperger avaient, j'allais dire, on les reconnaissait, on les voyait, ils étaient visibles. C'était visible parce que ils avaient des tocs, ils avaient une manière de déambuler, de marcher ou de s'exprimer. C'est-à-dire que... C'était toujours visible, hein, de toute façon. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est ça. Si tu regardes à la télévision aussi, moi je me rappelle, quand j'étais enfant, mes parents me disaient, regarde, il y a un programme sur l'autisme à la télévision. Et le premier truc qu'ils disaient, c'est je peux pas travailler, je peux pas voter, machin, etc. Et tu vois quelqu'un qui est complètement dans la lune. Alors je me dis, bon, enfin dans la lune, je mets des grands guillemets là-dessus, hein, mais là, c'est pour ça aussi qu'il existe 1%, en fait. C'est parce que ces gens-là méritent aussi d'être vus, mais nous aussi, quoi. Donc effectivement, je conçois que tu aies pu prendre du temps à t'intéresser à l'autisme, sachant que c'est pas forcément le plus populaire du monde, en fait. Alors il y a deux choses à prendre en ligne de compte. D'abord, il n'y avait pas l'information,
Et en plus, je n'avais pas rencontré. Et quand on est autiste, on marche par centre d'intérêt. Et alors ça, par contre, je le vois vraiment dans mon parcours, parce que j'ai toujours fonctionné en centre d'intérêt, et par période. Donc par exemple, dans ma période dessin, qui se situe de l'âge de, je sais pas, donc dessin... dessinatrice aussi, du coup, donc conférencière, formatrice, dessinatrice. Ah oui, mais chanteuse, j'ai un groupe de musique. Ah ok, aussi, voilà. ok. D'accord, ok. Mais j'ai eu donc une période dessin, où vraiment, pour moi, dessiner, c'est, je crois, un de mes premiers centres d'intérêt, le dessin, ça et le ballon. Et du coup, pendant toute cette période où je dessine, ben en fait, j'ai pas souvenir de m'être intéressée à autre chose que de dessiner, de faire des portraits, de dessiner, de peindre, de faire des portraits, de dessiner, de peindre, voilà. Et à un moment, il y a autre chose qui va capter. Et donc, moi, j'ai quitté le dessin pour la lecture. Donc, j'ai découvert vraiment l'amour de la lecture. Alors, j'avais déjà, mais j'avais rencontré la lecture par le biais d'encyclopédies, d'images, de bandes dessinées. J'avais besoin de ce visuel. Et à 13 ans, je lis mon premier roman, Club des 5, truc bateau, quoi. Et là, je me dis, ah, une histoire, c'est chouette. Et là, donc, moi, la lecture, ça va durer très longtemps, quoi. C'est-à-dire complètement enfermée dans mes bouquins. Je lisais... même en cours, en fait, je cachais mes livres. J'avais les livres comme ça, j'avais les livres comme ça et je faisais semblant d'écouter. Et ça m'arrivait, je me souviens, j'étais en 4e hein, et je lisais Love Story. Okay. Et Love Story, c'est triste. Et donc moi, complètement dans l'histoire et tout, à un moment je pleure et la prof m'interpelle et me dit « Ça va pas, Sonia ?» Et là, je raccroche avec le monde réel en disant « Merde, comment... Non, ça va pas. » Alors, je me souviens avoir mis tranquillement le livre dans la case, parce que j'avais des casiers comme ça. Non, ça va pas, j'ai mal à la tête et tout. Parce qu'il fallait que je sorte de cette situation. C'était pas un mensonge, mais c'était... comment je me sors de ça, quoi. Je peux pas lui dire que je pleure parce que je suis en train de lire un livre, voilà. Et moi, je lisais des livres tristes qui m'amenaient des sensations, des émotions. Je vivais ma vie dans les livres, quoi. T'as des élèves qui sont sur leur iPhone en train de jouer à Candy Crush sur le téléphone pendant les cours. Et t'as Sonia qui lit des livres en cachette comme ça. Ouais. Ouais, sur lequel je ne mettais pas de valeur. C'est-à-dire que je ne voyais pas non plus que tout ce que je lisais, donc j'ai lu par période. Alors je prenais un auteur et dès que j'accrochais sur un auteur, il fallait que je lise tout ce qu'il avait fait. Et là, je ne vois pas, je n'ai pas du tout conscience, je n'ai pas de lucidité sur le fait que je suis en train de me faire une putain de belle base de données, quoi. Et t'as tellement adoré lire que t'as voulu écrire aussi? Alors, j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes, j'avais 14 ans. Ah, donc ça date d'il y a un moment, du coup. Ouais, c'était lié, en fait. J'avais 14 ans. C'était pas des... Alors, j'ai pas commencé par le journal intime, j'ai commencé par les poèmes, vraiment. Ça me plaisait. Et du coup, les poèmes criaient mon mal-être. Mes premiers poèmes, c'est... je crois que mon premier poème, il s'appelle Solitude. Ok, ouais, bah, écoute, c'est 14 ans, c'est la mort, aussi, non, c'est la solitude, c'est le moment où je commence à me poser... que mon décalage est tellement fort que je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce monde? C'est quoi ce sens? C'est-à-dire que même à 14 ans, tu avais déjà ce sentiment de décalage, en fait. Alors, j'ai toujours eu. Tu as toujours eu depuis que j'ai des souvenirs. T'es sortie de maman et c'était un décalage. Alors, j'ai pas de souvenir que quand je sors de maman, mais j'ai le souvenir de toute petite, de regarder les autres et... En fait, dès le moment où tu as pris conscience de la vie, en fait, tu as commencé à sentir ce décalage envers les gens, quoi. Je les regarde et je ne fais pas partie de leur monde, de leur groupe. À l'école, je vais vivre ma première agression sexuelle en petite maternelle. C'est-à-dire que j'ai 2 ans et demi, parce qu'en plus je rentre... je dois avoir 2... Non, peut-être pas... Parce que je suis rentrée... Alors attends... Si, c'est ma première année de maternelle et je rentre avec 1 an d'avance. Donc je suis de janvier, donc voilà, je sais pas... Donc je rentre à l'école, j'ai 2 ans et demi.
Et je me souviens, j'ai des souvenirs très précis, un grand préau, alors il ne doit pas être aussi grand que ça, mais pour moi il était énorme, avec des petits bancs, avec on avait des petites rythmiques blanches, parce on laissait nos chaussures à l'entrée, et on prenait dans des petits sacs où c'était marqué nos prénoms, nos petits chaussons, pour aller dans les salles de classe et tout. Et je revois donc très très bien cet endroit. Je vois la cour et il y a un renfoncement dans la cour et tous les enfants jouent. Et moi, je ne sais pas jouer avec les autres. Je n'y vais pas, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je suis toute seule quand même. Et là, il y a des garçons qui m'appellent et j'y vais. Des garçons plus grands. Et en fait, ils sont 4 et ils vont m'attraper et ils me tiennent par les bras et par les jambes et ils vont m'enlever ma culotte. Voilà. Ils vont m'enlever ma culotte, c'est une petite culotte bleue en synthétique, comme un petit shorty. Et je dois être en robe, je pense. Et donc ils m'enlèvent, ils regardent Bien sûr, à l'époque, on disait ma nénette. Voilà. Regarde ma nénette. C'était le mot que j'avais, moi, quand j'étais enfant. Et du coup, et puis ça se passe très vite. Et après, ils me laissent comme ça. Donc moi, je remets ma culotte. Je vais voir les adultes et je dis ils m'ont enlevé ma culotte. Et en fait, l'adulte va me dire t'as qu'à pas jouer avec les garçons. Allez, va jouer. Et là, c'est. Et je vais pas en parler à mes parents. Pour moi, c'est l'adulte. Donc, je comprends que. Vu qu'elle est adulte, elle a forcément raison. C'est ça. Et du coup, tu te dis du coup, elle avait raison. Et du coup, tu te fais un méga biais. Tout le temps. Moi, je suis en biais tout le temps, ouais. en fait. Ouais. Moi, tu me souris, ça veut dire que tu m'aimes bien. Donc, la deuxième agression sexuelle, j'aurais 12 ans, c'est le prêtre de l'école, le frère Claude, qui nous emmène en vacances, qui me donne des responsabilités. Il me fait venir, moi je suis en 6e, il me fait venir pour jouer de la flûte dans sa classe de CM1. Donc, il me donne de l'importance, il me valorise, il me sourit tout le temps. Et puis, il persuade mes parents qu'il nous emmène en groupe. On est un petit groupe en Angleterre, donc on part tout le mois de juillet en Angleterre avec lui. Et il va m'agresser. Et je vais rien dire parce que d'abord, j'ai honte de m'être laissé faire. Et que j'ai pas vu le truc arriver. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'ai 12 ans. 12 ans, ok. Ok, d'accord, ouais. Et là encore, je vais pas parler. J'ai honte. Alors, je te demandais, j'ai pas compris les codes. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait concrètement, si tu es d'accord de partager ? Ouais, donc il met les enfants dans une salle de sport de gymnase, sur des tatamis. On a tous nos sacs de couchage. Et lui, il se met au milieu, mais les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et donc j'ai une copine, je me rappelle très bien de son prénom, mais je ne dirai pas, oui, bien sûr. Qui est à côté de moi. Et j'ai ma petite sœur qui est de l'autre côté. Et puis donc les filles d'un côté, donc moi je suis là. Et dans la nuit, j'entends ma copine qui crie, qui se lève et qui change de place. Voilà. Mais tu dors, tu vois, je l'entends qui râle, machin et tout. Je pense qu'il a essayé d'agresser ta... Ouais. Ok. Voilà. Et qu'elle, elle a dit non, elle a su se défendre. Ok. Et en fait, il va venir, donc je pense qu'il a attendu que je me rendorme. Et il va venir, il me prend dans ses bras, donc je suis dans mon sac de couchage, et il me dit je vais te faire un câlin de papa. Et là, il passe sa main et il me masturbe. Voilà. Et moi, je me laisse faire. En fait, je suis sidérée, je suis pétrifiée, je ne sais pas quoi faire. Alors là, il y a un point qui est... Alors déjà, c'est évidemment horrible, hein, ce que tu me racontes là. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, du coup, c'est... comment est-ce que l'autisme, dans ta manière d'être, en fait, comment est-ce que ça peut influencer cette situation, du coup ? Eh ben, par exemple, je ne me suis pas défendue. Et surtout, en fait, moi, je suis partie en métacognition. C'est-à-dire quoi, c'est la métacognition, juste... La métacognition, c'est le processus de se voir penser. Et donc, de me dire, je suis nulle, je bouge pas, je suis nulle, je bouge pas, qu'est-ce que je peux faire ? En fait, t'es paralysée je suis paralysée, okay. Voilà, dans ma pensée. Ça se passe, mais voilà. Ouais. Et il y a aussi autre chose, le sensoriel. C'est-à-dire qu'il va me faire jouir, cet enfoiré. Parce que du coup... Je suis une enfant, et il va m'amener à la jouissance. Donc, sensoriel, je suis une personne autiste. Et quand on sait la recherche sensorielle que nous, on peut avoir, c'est un mélange, c'est terriblement culpabilisant.
j'ai du plaisir alors que je sais que c'est mal. Ah, donc tu as quand même ressenti, alors je vais bien préciser, un plaisir physique. Exactement. Je dis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc terrible. J'ai un plaisir physique et j'ai un tsunami intellectuel. Et donc je m'en veux de m'être laissé faire, Oui, bien je sûr, m'en veux, tu vois. J'ai déjà entendu ou bien lu ce genre Je suis pas consentante. de choses là-dessus, c'est que ça c'est clair et net. Hein. Mais dans le sens où je sais plus d'où j'ai lu ça, mais qu'il y avait des femmes justement quand elles se font agresser sexuellement en fait elles peuvent jouir en fait elles peuvent carrément jouir mais physiquement en fait et ça veut pas dire qu'elles étaient consentantes ni qu'elles ont eu du plaisir, ça veut dire que le corps a eu ça parce que c'était une réaction juste chimique au final. Exactement. C'est-à-dire qu'ils savaient exactement ce qu'il faisait et comment il le faisait. Ah ça c'est certain. C'est vraiment terrible. Il y a autre chose qui est venue, c'est que j'ai pensé à ma petite sœur qui était à côté. Et je voulais quelque part... Alors c'est peut-être une excuse que je me suis donnée, mais je voulais pas que ça... Ouais. Il y avait la copine, il y avait moi, il y avait ma sœur. Et donc je voulais pas que ça atteigne ma sœur. Ah, tu voulais la préserver. Donc ça veut dire que pendant que le mec est en train de te toucher, ouais. Eh ben en fait, tu es consciente que c'est pas normal. Tu te dis que t'es nulle de rien faire. Je suis vraiment sidérée. C'est-à-dire que je mets pas de valeur sur ce qu'il est en train de faire. Je suis pétrifiée et je dis qu'est-ce que je dois faire. Tout en ressentant ce plaisir en fait qui n'est pas vraiment, exactement. mais et du coup t'es dans un... Je pense que c'est aussi une sensation que j'avais jamais eu avant. C'est ça. Du coup tu ajoutes le facteur de qu'est-ce qui est en train de m'arriver, purée, il y a une espèce de plaisir, mais je connaissais pas ça vraiment en fait. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a plein d'informations qui vont en même temps dans la tête. Et du coup c'est après que tu as la culpabilité. Et le lendemain, on est sous les douches, il arrive, il met un gant de toilette, comme ça, on est toutes les filles. Et là, il vient, il dit, et la première qui l'attaque, c'est moi, et il dit, vous lavez mal, je vais vous laver, et il commence à vouloir me laver. Et là, c'est l'autre copine qui avait crié, qui dit, non, t'as pas le droit, sors. Et moi, je suis encore pétrifiée, quoi. Et elle lui dit, sors, t'as pas le droit, je vais appeler mes parents, je vais tout raconter, machin et tout. Et là, il s'en va, voilà. Et là, moi, je prends conscience que elle a su lui dire non à lui, l'adulte, le grand, Enfin, je veux dire, en plus, il était impressionnant comme bonhomme. Il y a un côté d'intimidation aussi, où si on reprend la première expérience avec le garçon qui t'enlève ta culotte, et après t'as l'adulte qui te dit t'as qu'à pas jouer avec les garçons, donc c'est ta faute. Donc du coup, l'adulte a raison. Parce que côté enfant, c'est souvent parce que ce que tu imagines, hein, c'est ta référence, de toute façon, l'adulte. Exactement. Et donc, si tu suis le même modèle plus tard, t'es pétrifié, mais en même temps c'est l'adulte, donc du coup peut-être qu'il a raison, mais c'est quand même bizarre et c'est hyper conflictuel du coup mentalement à ce moment-là. Et tu remets en cause du coup l'autorité pour le simple fait qu'il est adulte en fait, et en fait qu'il a pas du tout à faire ça, mais bref. Alors moi j'allais dire que en fait comme je savais pas ce qu'il fallait faire et que je n'étais jamais trouvée dans cette situation, c'est là où l'autisme intervient, c'est que j'ai pas de modèle, c'est gros brouillard, je sais pas ce qu'il faut faire. Par contre quand je vois ma copine qui crie et qu'il dit t'as pas le droit, machin, nanan, là d'un seul coup c'est bon. Ah ouais, on peut faire ça. Ah ouais, bien sûr. Et du coup, après c'est fini. C'est-à-dire qu'après, à chaque fois qu'il va essayer de s'approcher, je lui dégage, voilà, je dis voilà. Et quand on rentre à l'école et que donc je vais pas en parler à ma famille ni rien parce que j'ai honte de m'être laissé faire. Tu leur en as parlé finalement ou pas? Non. Jamais. En fait, j'ai dit, tu sais, le frère Claude, il a essayé de nous toucher, mais je me suis pas laissé faire. Hein. Ça veut dire que là, on est en train de filmer quelque chose que t'as jamais dit à ta famille? Si, parce que ça a eu une... Si. Ah, tu l'as parlé, j'ai jamais raconté. Non, j'ai jamais raconté dans le détail comme je suis en train de le faire. Non, ma famille, non, j'ai jamais raconté. Mais j'ai parlé, mais à 36 ans, à mes parents. D'accord. J'avais 36 ans en fait, pendant des années, ça n'existait pas. Je ne voulais pas que ça existe. C'était quelque chose de trop terrible qui s'était passé. Affronter, bien sûr. Voilà. Par contre, comme elle m'avait montré comment on pouvait se défendre, alors quand on est revenu, donc moi j'étais en 6e, quand on est revenu en 5e, et lui il était toujours dans l'établissement,
Et un jour, je me souviens, j'allais monter à la cantine et il me met la main comme ça pour pas que je passe et elle arrive là. Et là, j'étais super violente et j'ai dit « Toi, tu me touches pas !» Comme ça, mais vraiment très en colère. Ouais. Et il me dit « Non, mais tu me parles pas comme ça, sinon... » Je dis « Sinon quoi ?» Et là, il m'a regardé et là, il a compris que j'allais parler. Et il a dit « Bon, allez, va à la cantine. » Ouais, Et donc, à partir de ce moment-là, il m'a évité, et voilà. Voilà. Bon, on va pas faire 1 heure là-dessus, hein, par contre. Hein. Non, bien sûr que non. Mais c'était intéressant de voir ça et puis de voir aussi comment est-ce que l'autisme peut impacter ce genre de situation. On n'a jamais abordé ça sur le podcast et je pense que c'est intéressant. J'avais pas le modèle. Et que comme j'ai pas le modèle, au moment où ça se passe, eh ben, j'ai pas le comportement approprié, je sais pas me défendre en fait. Ouais, bien sûr, et ça, souvent, je l'ai vu, c'est-à-dire que je remettais pas en cause la parole des gens qui étaient censés savoir. Voilà. Autant je pouvais avoir un esprit hyper critique sur plein de choses, mais bon, le psychologue, il te dit que tu es hypersensible, bah, je cherche pas. Le psychologue, il est censé savoir. Donc moi, je n'ai pas à remettre en cause ça. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup de ce partage, c'est quelque chose de très personnel et puis j'en suis très conscient. Donc merci d'en parler aussi ouvertement, sincèrement. Par contre, je suis sans filtre en fait. Oui, mais c'est superbe. Mais je pense que c'est toujours des sujets hyper sensibles, hein, oui, très, très sensibles à aborder dans un podcast aussi comme ça. Et je pense que c'est déjà très courageux d'en parler aussi ouvertement. Et il y a forcément dans l'audience qui suit 1%, il y a forcément quelqu'un C'est pas quelqu'un, c'est 90% des femmes qui se font agresser, et certains hommes d'ailleurs aussi, notamment les personnes autistes, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne voit pas. Pour moi, c'était un gentil, c'était quelqu'un qui me valorisait en plus, donc on nous abuse. Et comme on ne reconnaît pas les codes, comme on ne se méfie pas, je veux dire, on a un côté naïf quand même, voilà. C'est ça le pire, c'est que quand on est autiste avec un HPI, on croit qu'on est pertinent dans notre logique, voilà. Et en fait, oui, on peut l'être sur des sujets très factuels, mais dès qu'il y a de l'implicite, mais on est mort. Si on n'a pas eu le modèle avant, et puis, bien sûr, ouais, complètement. Nous, il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit, il faut qu'on entende, il faut qu'on comprenne. Ouais. Tant qu'on n'a pas été confronté à une situation... Moi, je parle de la porte de l'ascenseur parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours angoissée. Quand tu es dans un hall d'entrée et tu te retrouves entre 2 sas et il faut trouver le bouton pour décoincer la porte là. Voilà. Moi, je le trouve jamais. Ou alors, il faut appuyer en même temps. Enfin, il y a des problèmes de coordination. Et souvent, je me retrouvais coincée dans les sas. Parce que, en fait, comme on ne m'avait pas montré, voilà, chez moi, ça développait de l'anxiogénéité. Donc, du coup, chaque fois que je me retrouvais dans un sas, je ne savais plus comment faire parce que je savais que ça allait être compliqué. Et donc, je n'étais pas dans la recherche de où est-ce qu'il est ce bouton, j'étais « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver ». Voilà. Alors que maintenant que je sais que je suis autiste, que c'est quelque chose qui m'angoisse parce que l'oppression, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir sortir et tout, et que moi j'ai besoin d'être rassurée et sécurisée en permanence, alors maintenant je rentre, je sais, il y a un sas, ok, donc tu rentres, tu respires, tu fais le tour, il est où le bouton, forcément, il y a un truc, voilà. Et c'est en ça que c'est apaisant, c'est qu'aujourd'hui je sais que c'est parce que c'est une nouvelle situation que j'ai du mal à l'intégrer tout de suite. Donc, ce n'est pas un problème. Je sais que c'est une nouvelle situation. Je l'ai repéré comme une nouvelle situation. Et du coup, je peux mettre en place la stratégie adaptée. Et ça, c'est parce que tu as certainement aussi su comment réagir quand c'est une nouvelle situation. Donc, ça te permet Ça, c'est parce que j'applique ma méthode. Ouais. Donc, on va aller sur ton livre aussi de suite, parler un petit peu de tout ça. Donc... moi, j'aimerais que tu me... Alors, avant de parler de son livre, juste pour dire, tu as écrit un livre, on va en parler tout de suite. Tu peux volontiers montrer la caméra, comme ça, il est déjà montré une fois. Voilà. La vie presque ordinaire d'une femme, HPI et TSA. Ouais. Alors, on va en parler tout de suite. Ouais. Moi, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours professionnel. Ouais.
Alors, mon parcours professionnel, j'ai jamais su définir vraiment mon orientation. C'est-à-dire que après le bac, ce que j'aimais faire, c'était le dessin, mais a priori, c'était pas. Les autres me disaient que c'était pas un métier. Styliste de mode, c'était pas un métier. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Aller en fac, j'avais pas de modèle, parce que j'avais personne dans ma famille qui avait fait des études, donc j'avais pas de modèle. Donc pour moi, ça restait nébuleux, enfin voilà. Et j'ai pas été accompagnée dans mon orientation. Donc après mon bac, et ben en fait, je vais aller travailler comme caissière à Auchan parce que je veux gagner de l'argent. Ouais, c'est bien sûr, Voilà. ouais. Et puis en fait, ben, je vais faire ce que je vois. C'est-à-dire moi, ce que je veux, c'est des enfants. Moi, les enfants, ça, voilà. Et du coup, bah, je vais faire comme maman. Je vais me marier. Donc, je rencontre mon premier mari. 1 an après, on se marie. 1 an après, première fille. 1 an après, deuxième fille. Donc, à 23 ans, je suis déjà maman de 2 enfants. Donc, surcharge sensorielle, plus. Que tu as cherché. Tu as souhaité te marier et avoir des enfants. Alors, non, c'est là où... Tu vois, j'aimerais qu'on revienne justement. Vouloir. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lucidité sur les conséquences, sur l'engagement, sur la responsabilité. C'est bah c'est comme ça la vie. On se marie, on a des enfants. Ouais. Donc c'est comme ça que je le fais. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et du coup, c'est une copine à moi qui me dit non mais Sonia, bon, tu vas pas rester là comme ça. Il faut que tu trouves quelque chose. T'as des facultés cognitives, machin. Enfin, elle dit pas ça comme ça, mais elle dit t'es plutôt bonne à l'école, voilà. Donc, et donc, je reprends un BTS assistante de direction qui me plaît pas, mais parce qu'elle me dit tu peux faire je sais pas moi, par exemple, un BTS assistante de direction. Elle me donne une voie. Je dis ah ouais. Alors je me renseigne. Oh bah ouais. Donc je me présente, je passe les tests, machin. Il n'y a pas d'envie de ma part. Il n'y a pas de projet de vie. Il y a rien. C'est ah ouais, c'est une opportunité. Et en fait, toute ma vie va être comme ça, on me fait des propositions et je vais ricocher. Sauf que bah, j'ai la chance, alors donc après mon BTS assistante de direction, bon, je trouve pas de boulot là-dedans, bah, forcément, j'ai pas de représentation du boulot. Donc je vais travailler en centre de loisirs avec les enfants. Et là, ça me plaît de travailler en animation, voilà. J'aime bien animer. Et donc, je passe un BTEP, brevet d'état d'animateur technicien d'éducation populaire. Et en fait, je vois ce que les formateurs font et je me dis « Ah, c'est chouette ce qu'ils font !» Et il se trouve que l'organisme de formation dit « Ah, bah t'es bonne, bah ouais, je suis première de ma promotion. » Donc ils disent « Bah on t'engage. » Donc hop, je deviens formatrice. Mais formatrice, ça paye pas, c'est à mi-temps. Moi, j'ai 2 enfants. Pour qui tu formes qui Je suis au CMA de Picardie, à Beauvais dans l'Oise. Et de stagiaire, dès que j'ai fini, je vais devenir formatrice sur le BTEP, sur des modules bien particuliers. Je joue aménagement d'espace, voilà. Je suis payée à coups de lance-pierre, voilà, c'est pas... Voilà. Tout le monde qui débute, malheureusement. Voilà. Et après, bah, je rencontre... alors, je ne vais pas passer dans le détail parce qu'il y a un livre qui explique tout ça, donc je ne vais pas parler du livre entier, mais... Et donc, je vais ricocher comme ça. Et donc, je fais animation, donc je me forme, BTEP, animation. Ensuite, je rentre au conseil régional par opportunité à la direction de la formation. Ensuite, je deviens... on me fait une proposition de conseiller d'insertion mission locale. Et là, c'est le début vraiment de ma carrière. Donc, à 26 ans, je suis conseiller d'insertion sociale et professionnelle mission locale. Je vais orienter. Donc, j'ai une capacité d'adaptation. Moi, je regarde comment les autres y font et paf, paf, paf. Sauf que j'ai de très mauvaises relations avec mes collègues. J'ai des très bonnes relations avec les gens que j'accompagne. Mais avec mes collègues, c'est pas cool du tout. Et donc, j'ai la sensation qu'une fois que j'ai fait le tour, je m'ennuie. Donc, je vais postuler à un autre poste. Donc, je deviens la directrice de la maison de l'emploi et de la formation. Puis là, je me dis, bon, j'ai qu'un bac, hein, et le BTEP, c'est que niveau bac. Donc, ça m'empêche d'évoluer. Et là, t'es pas encore diagnostiquée autiste à ce moment-là? Ah, pas du tout. Là, j'ai 26 ans. J'ai été diagnostiquée à 51. Ouais, voilà. Donc, d'après, je deviens... je deviens directrice de la maison de l'emploi et de la formation. C'est rapide en vrai. 6 mois sur chaque poste. Et à chaque fois... Ok, ouais. Ouais. C'est pas mal ça. Parce que j'ai été formée à la méthodologie de projet et que je vais faire tout en mode process, méthodologie de projet. Est-ce que tu as aussi fait ça dans tes projets entrepreneuriaux? Tout. Et ça a marché? Oui.
C'est-à-dire que je mets ma méthode, j'ai mes process, voilà, et je scanne mon environnement. Et où je me casse la gueule, bah, c'est sur les relations. Ça marche, mais je m'associe mal. Je ne sais pas choisir mon associé, par exemple. Ça marche, mais par exemple, quand je suis directrice de la maison de l'emploi et de la formation, ça se passe très très mal avec les gens qui sont sous mes ordres, on va dire. J'aime pas dire ça, mais que je dois manager. C'est ça, c'était une hiérarchie aussi. C'est pas un mal de dire que les gens sont sous tes ordres, ouais, mais je sais pas non plus manager. Ça veut pas dire que tu veux être dominant ou quoi, c'est juste que factuellement je sais pas manager. Et là aussi l'autisme, je sais pas manager parce que moi je pense que pour être un bon manager, il faut que mes collaborateurs ils m'aiment. Et moi pour établir le contact, comme je sais pas le faire correctement et que j'ignore que je sais pas le faire, je leur raconte ma vie. Ça c'est pas bon en entreprise, et du coup je pense que quand je leur raconte ma vie, alors le contact se fait, voilà. Sauf qu'en fait eux ils vont utiliser, quand eux ils sont pas d'accord sur les consignes que je leur donne, sur ma manière de faire au niveau du travail, que ça leur convient pas, eh ben ils vont utiliser ma vie privée pour dire bah, elle est nulle, machin, voilà. Et donc très rapidement je me retrouve en grande difficulté, quoi. Et ça je vais le retrouver dans tous mes postes à chaque fois. C'est-à-dire que, alors à chaque fois je rentre dans un poste et il me dit tu vas fermer ta bouche, tu dis rien à personne, tu racontes pas ta vie, je me le dis à l'intérieur, tu racontes pas ta vie. Mais c'est plus fort que toi. Mais parce que je sais pas établir le lien. Donc, moi, à partir du moment où les gens commencent à me poser des questions, je suis une Asperger, et c'est bon, c'est parti, quoi. Et mais est-ce que tu as déjà eu des cours sur le management aussi, des formations dans le management en général, sur mais oui, comment gérer une équipe, etc. C'est que je fais l'écoute active, technique d'entretien, voilà. Je sais très bien l'expliquer aux autres, mais je n'ai pas compris ce que c'était que l'implicite. Je mets une mauvaise définition sur l'implicite, en fait. Et je l'explique aux autres, et ça marche très bien pour les autres. Donc voilà. Donc en fait, je vais faire de l'accompagnement. Après, je vais former, je vais devenir formatrice. Je passe un BTEP. Je reviens dans le sud de la France. Je vais passer je suis formatrice pour l'AFPA. Je vais coordonner le Greta. Donc j'ai des très bons postes à chaque fois. Je suis quand même relativement bien payée, j'arrive vraiment, ça va, à me débrouiller, à m'organiser avec mes enfants, tout ça. Mais je reste pas dans les structures, je reste à 1 an et après, je me sens toujours en décalage. Même si ça se passe pas mal avec mes collègues, je me sens en décalage. Donc c'est toi qui pars des endroits, c'est pas toi qui fais l'essentiel. À chaque fois. Okay. En fait, j'ai même une technique. Je ne signe pas de CDI, je signe que des CDD. Ah ouais? Donc, comme ça, je ne me sens pas prisonnière. Mais attends, tu signes des CDD de directrice? Oui. Ça existe ça? Bah, tout le temps. CDD d'1 an. Directrice, mais c'est marrant ça, parce que pour moi, un directeur, c'est quelqu'un, une directrice, c'est quelqu'un qui a une vision sur le long terme de la pérennité de l'entreprise. Mais moi, je travaille beaucoup dans le domaine associatif. Ah, d'accord. Et okay. oui. Donc c'est pas parce que les organismes de formation, non. Parce que organisme de formation, c'est pas aussi être associatif, non? Exactement. Oui, d'accord. Hein. Ouais, voilà. Et quand je travaille à l'AFPA, là, je suis sur des missions courtes. Donc, c'est des CDD tout le temps. D'accord, Ils travaillent sur des formations. Donc, ils vont te prendre... Donc, quand je suis formatrice, je suis en CDD. Quand je prends des directions, je suis en CDD. Et à chaque fois que j'achète un CDI, pourquoi je le fais plus? Parce que je me retrouve en difficulté quand je veux partir. C'est compliqué. En fait, le CDD, ça te permet, dans ta lettre de recommandation, d'avoir... le contrat s'est terminé le jour de la date de fin, c'est pas que tu partis de ton propre choix. Exactement. ça change pas mal de choses. Exactement. Et quand on m'interroge, que je passe des entretiens d'embauche et qu'on me dit « Oh, vous avez fait tout ça comme boîte ?» Je lui dis « Moi, je suis une femme de projet. Moi, quand le projet est fini, quand j'ai fait le tour, je m'en vais. » Et c'est mon argument. D'accord, ouais. Et donc, ça se tient, hein, je veux dire. Ouais, mais en fait, je vois pas quand même que si je change, c'est parce que je suis super mal aux endroits où je suis, quoi. Oui, mais tu prédis que tu vas être mal, donc du coup, tu fais un CDD pour éviter de vouloir partir. Pour pas me sentir prisonnière. Je ne veux pas étouffer. Ouais. Ça, je me sens oppressée constamment. Donc, je ne veux pas étouffer. Je ne veux pas étouffer, je veux pas je veux être libre. Je comprends parfaitement. Voilà. Et c'est physiologique, quoi. Par exemple, je suis quelqu'un qui ne peut pas mettre de col roulé ou d'écharpe, alors que j'ai toujours froid. Attention avec le micro. Hein, je vais avoir un bonnet. C'est tout bon. C'est bon? Ça touche avec le micro. Et... Pardon. Pas de souci. Donc je suis quelqu'un qui, ben voilà, j'ai bugué, qui ne supporte pas d'avoir des choses autour du cou. Il faut que je respire. Ouais. Voilà.
Bien sûr. Par contre, je suis tout le temps couverte, j'ai froid. Voilà, je pourrais avoir des gants et 40 000 paires de chaussettes. Et si je pouvais avoir un petit truc sur le nez aussi qui me couvre là, ça serait super. Après, tu peux plus respirer. C'est ça mon problème. Je suis en train de réfléchir. Ça fait rire mes collaborateurs qui disent, qui vont me faire un petit cache-nez avec des trous. Ouais, c'est ce que je voulais dire après. Tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ton moment de faire la pub de ton livre. Ouais. Alors en fait, mon livre, faut savoir que j'ai commencé à l'écrire, j'avais 30 ans, donc je savais pas que j'étais autiste. Et je savais qu'il fallait que je raconte ma vie, mais je savais pas pourquoi. Et donc, à partir que je commence à raconter ma vie, je repars du début, de ma naissance, et je fais appel aux images que j'ai et comment je le vis. Voilà. Et donc, j'écris ce livre, et cette écriture va durer 10 ans. Et j'écris donc toute mon enfance, mon adolescence, mon rapport aux garçons, mon rapport au sexe, mon rapport à l'argent, mon rapport... Enfin, voilà, je décortique ma vie comme ça. L'incompréhension, je ne les comprends pas, c'est quoi le sens de la vie, machin. Et puis à 51 ans, donc ce livre continue de s'écrire quelque part, on me dit que je suis autiste. Et là d'un seul coup j'ai la clé. J'ai la clé de compréhension de tout ce qui s'est passé. Mais c'est pour ça. Et du coup je reprends mon livre, je reprends mon écriture, qui est un fichier Word, voilà. Je reprends mon livre, je le relis, et là je me dis mais là on aurait pu voir, là sur cet épisode-là, là. Et là je fais ma propre anamnèse quelque part, parce qu'au début je leur en veux quand même de ne pas m'avoir vu tous les uns les autres. Alors en fait je ne me rends pas compte que j'étais moi-même pas capable d'exprimer ma réalité intérieure. Et du coup je me dis, il faut que j'écrive ce livre pour donner ma réalité intérieure, d'abord pour que les gens sachent qu'entre ce qu'ils voient et ce que je vis, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et je veux que ma famille sache que ce qu'ils voient de moi, ce n'est pas la vie que j'ai eue. Ce que eux, ils voient... par exemple, mes parents disaient de moi, Sonia, pas de problème. Sonia, alors là, elle ne pose pas de problème. Elle, à l'école, elle carbure, machin. Sonia, on l'entend pas. Voilà. En fait, ils ne savaient pas que moi, tous les soirs, j'arrivais pas à dormir, que j'avais très mal à la tête, que j'avais besoin d'un oreiller, de faire des points de pression, voilà, que ça pouvait durer très très longtemps, que j'étais en hypermentalisation, que je repassais tous les scénarios dans ma tête. Voilà. Tu leur as jamais dit ces choses-là? Ben non, on m'a jamais posé les questions non plus, donc... Ah mais ok, c'est intéressant ça, jamais j'aurais pensé. Moi j'aurais clairement dit, je sais pas, il y a un problème, je vais faire... mettre en place ces techniques-là et j'en parle avec mes parents, c'est logique pour moi de faire ça. Mais... Non, parce que pour moi, en fait, je crois... En fait, je sais pas, je suis dans mon monde, je me pose pas la question. Je me demande pas si les autres ils vivent la même chose que moi, je me demande pas si c'est normal, je le vis et c'est intense, ça fait mal et je sais pas quoi en faire, mais je suis incapable d'en parler à l'extérieur. Enfin, on me questionne pas. On me questionne pas, donc je sais pas que je peux en parler, je sais pas... Je suis dans ma tête. Ouais. C'est là où on voit que... Voilà. Dans ma tête, je suis dans ma tête qui me fait souffrir, mais aussi qui m'apporte beaucoup de richesse, quoi. Dans ma tête, je suis... quand je lis un bouquin, quand je fais un dessin, quand je pars en... Par exemple, le soir, un de mes jeux préférés, c'est je suis amoureuse d'un garçon, je m'en rappelle, voilà. Alors lui, il me voit pas du tout, mais donc tous les soirs, je fais ma vie avec lui, quoi. Alors on va se marier, nanana, et je m'endors sur cette note heureuse. Et d'ailleurs, quand j'essaie de l'approcher un peu et que je vois qu'il répond pas, je me dis bon, il faut quand même qu'il se passe un truc. Donc j'invente le scénario dans ma tête. Si j'avais un cancer, mes parents iraient voir les parents et de Jean-Charles, il s'appelait Jean-Charles, et il lui dirait Sonia est très malade, il faut que Jean-Charles vienne voir Sonia. Enfin, je pars dans mes délires de scénario, je vis ma vie dans ma tête. Ça, c'est à chaque fois la même personne? Ah non, ça va changer à mesure que j'avance, voilà. Okay. Et j'écris des textes puissants qui me donnent des vibrations, qui me donnent des émotions, voilà. Je suis dans ma vie, quoi. Tu rêves dans ta bulle, en fait, c'est ça? Ouais. En fait, je crois que je suis une super bonne communicante parce que je fais des métiers
où je transmets, où je fais de la communication, voilà. Et donc, j'ai l'impression que je suis une super bonne communicante. Et comme quand je parle, bah, c'est fluide, voilà, sur forcément un centre d'intérêt. Hein. Le métier que je fais au moment, c'est un centre d'intérêt. Sinon, je ne le fais pas, je m'en vais. Sûr. Et donc, bah, les gens ne voient pas que ma réalité interne, c'est waouh! Donc ton livre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte ben, ton livre? C'est tout ce que j'ai pas dit. C'est tout ce que j'ai vécu. Donc c'est assez violent. C'est assez violent et en même temps, le retour qu'on me fait aujourd'hui, donc ça fait maintenant 3 ans, je l'ai sorti en 2022. Ouais. On est dans la 3e année. Toutes les personnes me disent « Oh, je me reconnais » ou « Je reconnais ma femme » quand c'est des hommes. C'est jamais les hommes qui se reconnaissent eux-mêmes dans les symptômes, enfin dans les traits autistiques. Ils ne peuvent pas s'identifier parce que nous, tu sais, on a besoin que ce soit le plus précis, le plus proche de notre cadre de représentation. Okay, ouais. Et du coup, là, c'est une femme. Donc, d'accord. moi, c'est les femmes surtout qui se reconnaissent dans mon livre. Mais par exemple, j'ai des hommes qui, je pense à un monsieur, il m'a vu sur YouTube et il a regardé mes conférences, il s'est dit waouh, mais tout ce qu'elle dit, on dirait ma femme. Donc sa femme qui était en burn-out, ça allait pas. Et du coup, il a acheté le livre, il l'a lu, il a fait oh, on dirait ma femme, on dirait la vie de ma femme, parce que les mêmes causes donnent les mêmes conséquences. Donc quand tu sais pas établir le lien, quand voilà, moi, voilà, ma vie, c'est adaptable au cinéma, quoi. Hein, et on peut faire 4 saisons, hein, facile. Hein. Si un producteur s'intéresse, j'ai toujours rêvé d'être une artiste. Non, mais donc je te disais, cette dame, donc le monsieur m'appelle et me dit j'ai acheté votre livre, comment on fait? Parce que je sais que c'est ma femme. J'ai dit mais ça, vous ne pouvez pas faire le chemin à la place de votre femme. Donc la seule chose, c'est vous pouvez lui offrir le livre. Elle le lit, et si elle se reconnaît, vous lui dites qu'elle me contacte. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Il lui a offert, et elle m'a raconté, et ça me touche toujours quand elle me dit ça. En fait, elle s'était fait un bain chaud, et elle a commencé à lire le livre. Et en fait, elle est tellement partie dans le livre qu'elle a remis de l'eau chaude. Elle est restée toute l'après-midi dans son bain, où elle remettait de l'eau chaude, et où elle a fini le livre. Et quand elle a eu terminé le livre, elle a dit « Je ne sais pas si je suis ça ». Mais elle a lu le livre en une après-midi. Mais c'est ma vie qu'elle raconte. Donc, donc elle m'a appelée. Et donc là, à partir de là, on a fait un entretien ensemble de repérage. Et après, donc, elle cochait beaucoup de cases. Et du coup, après, je l'ai orientée vers une neuropsychologue. D'accord. Voilà. Et voilà. Magnifique. Et elle n'a pas tout à fait fini les étapes, mais l'anamnèse est faite et tout. Pour le diagnostic, c'est confirmé. Bien sûr. Le diagnostic est confirmé, quoi. Voilà. Et du coup, après, moi, je travaille avec elle sur la méthode que j'ai mise en place dans le cadre de l'entreprise que j'ai aujourd'hui, qui est un organisme de formation, pour aider les personnes. Voilà. Mais j'avoue que moi, j'ai fait tout ce travail-là aussi pour comprendre mon handicap, le voir, l'accepter, voir comment il avait impacté ma vie. Ce livre, c'est un témoignage pour que les autres sachent comment moi j'ai vécu, un témoignage pour que les femmes puissent avoir un modèle et se reconnaissent et se dire oh, mince, mais peut-être on est passé à côté de moi et ma vraie problématique c'est ça, parce qu'on ne peut pas mettre d'accompagnement adapté sans savoir qu'on a cette particularité, sans la comprendre et sans accepter. Et là je vais dire un mot qui vient embêter beaucoup d'autistes, c'est le handicap. Parce que j'ai un vrai handicap. Pour moi, c'est pas péjoratif. Il y en a qui naissent aveugles et puis qui font des trucs exceptionnels, ils vont développer d'autres talents, ils sont différents. C'est comme ces gens qui naissent sans bras, sans jambes, ou qui vont avoir un grave accident et qui vont, j'adore Théo, qui fait les émissions en France, voilà, qui est acteur, machin, elle n'a pas de bras, pas de jambes, et il a traversé le lac. C'est celui qui fait du surf, là ? Ouais, je crois que c'est lui. Il fait tellement de trucs, Théo. Avec les cheveux Théo, longs, hein. Je me rappelle plus de son nom, j'ai des difficultés avec les noms.
Et en fait, donc voilà, moi, c'est parce qu'il accepte son handicap, qu'il se voit dans j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, qu'il peut mettre en place les prothèses, les trucs. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus classe que d'accepter sa différence et d'en faire et d'utiliser en fait à bon escient, quoi. Ouais, mais souvent on se prend la tête sur les réseaux sociaux, les gens disent non, il faut pas dire un handicap, non. Si on a un vrai déficit, moi je n'ai pas bien questionné. Alors dans mon centre d'intérêt, dans l'accompagnement, oui, parce que je sais ce que je cherche, parce que voilà, et je suis une bonne professionnelle. Mais dans ma vie personnelle, c'est plus compliqué. Faut que je réfléchisse, faut que je mette ma méthode en place parce que quand je suis impactée par les émotions, par exemple si mon fils fait un truc et que ça me fait de la peine de le voir, voilà, et ben je vais peut-être pas savoir tout de suite bien le questionner, quoi, pour l'aider voilà. Et en fait, sur la première partie de ma vie, j'ai 3 enfants, donc qui ont 33, j'ai 2 filles, Cassandre et Héloïse, qui sont mes soleils, elles ont 33 et 32 ans. Et ben, elles ne sont pas élevées comme leur frère qui a 17 ans et demi, qu'on a su qu'il était lui-même porteur de cette particularité à l'âge de 13 ans et où on a pu mettre un accompagnement adapté, où moi j'ai pu avoir aussi cet accompagnement d'aidant adapté, de lui faire comprendre c'est quoi, comment ça marche, voilà. Alors que les filles, finalement, je les ai jamais questionnées dans leur ressenti parce que je savais pas le faire. Non, allez les filles, on va à l'école, très pragmatique, allez on fait ci, vous faites vos devoirs, machin. Donc dans la logistique, j'étais super bonne. Ouais. Mais dans l'établissement du contact, j'étais... Ça va mieux maintenant? Ça va mieux maintenant, Ah ouais, alors avec une fille, non. Avec mon aînée, c'est toujours très compliqué. C'est une de mes... Parce qu'une relation, il faut que chacun ait envie. Et aujourd'hui, elle n'a pas envie. Donc, tant qu'elle n'aura pas fait le chemin de cette envie-là, moi, je peux être... Elle sait que je suis là, que je l'aime. Donc, voilà. Que je l'aime très fort et qu'elle me manque et que je voudrais qu'elle... Bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, tu voulais ta petite larme? Tu l'as. Non, mais bien sûr. Voilà. Ouais. Non, mais c'est ma souffrance. Et après, chacun est libre et je ne lui en veux pas. Je comprends qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment pour elle. Elle a besoin de faire encore son chemin. Quant à ma seconde fille, qui était aussi, qui me trouvait insupportable, et elle avait bien raison, j'étais insupportable, hein, franchement. Voilà. Par exemple, je suis hyper auto-centrée. C'est-à-dire que je parle que de moi. Alors, je ne parle pas de moi pour parler de moi. Je parle de moi parce que c'est ma référence, l'image que j'ai. Et donc, quand mes filles venaient me demander un conseil, qu'elles me disaient « Bon, maman, j'ai un problème là-dessus ou quoi », je leur disais à chaque fois, c'était ma phrase. « Je serai toi. » Donc déjà, voilà, je serai toi. Et ben moi, tu sais, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ça a marché là, ça n'a pas marché là. Donc, je leur délivrais mon expérience. Ce que la plupart des gens feraient, en fait, hein, je pense aussi. Sauf que c'est pas comme ça qu'on établit le lien relationnel. Non, c'est en analysant comment la personne elle fonctionne et puis c'est en lui disant, c'est en la questionnant. Ouais. C'est-à-dire, ouais. Et donc quand c'est vrai, t'as raison. En la questionnant, en disant, mais pourquoi tu penses que tu n'arrives pas à faire ça? Et qu'est-ce que l'autre il dit? Voilà. Donc en la questionnant, pour lui permettre de prendre de la distance sur la situation et pour finalement lui permettre de se faire elle-même et donc finalement de lui rendre son libre arbitre plutôt que de faire un copier-coller qui n'est pas ma vie. Et elle me le disait, j'entendais pas. Elle disait, mais maman, c'est pas de toi qu'on parle, c'est de nous là. Et je disais, mais je parle pas de moi, c'est pas ça que je suis en train de te donner le conseil. Mais oui, mais non. Et je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Et aujourd'hui, maintenant, par exemple, elles reviennent, donc on sait le faire, et donc avec ma seconde, voilà, je les écoute, je les questionne, voilà. Et parfois, elles me disent, maman, là, j'ai besoin d'un conseil. Et donc, on sait que là, c'est encodé. Quand elles me disent, j'ai besoin d'un conseil, ça veut dire, donne-moi ton avis. Alors là, j'ai le droit d'aller puiser dans mon expérience, j'ai le droit de leur parler de moi. Tu vois ? Il y a une différence entre effectivement, là, elle a besoin de ton parcours pour avoir ses recul sur une situation extérieure. Et de l'autre côté, où en fait, finalement, c'est accompagner la personne dans la réflexion. Exactement. Et en fait, plutôt que de dire j'aurais fait ça parce que, basé sur ton expérience, qui n'est pas la même que la sienne, en fait, tu lui poses des questions qui vont la mener elle-même à trouver sa réponse. C'est ça. Et moi, je ne savais pas le faire, ça. Ouais, mais c'est un exercice, hein, c'est une compétence. Parce que nous, on ne sait pas le faire. Ouais. Et moi, je ne voyais pas que les autres me questionnaient pas. Donc, je leur en voulais Je disais toujours, ma mère, elle ne me voit pas dans ce que je suis. Je disais toujours, mais ma mère, elle ne me connaît pas, elle ne sait pas qui je suis. Voilà. Mais je ne sais... En fait, j'aurais aimé qu'elle me questionne. Et elle ne savait pas questionner. Et moi, je ne savais pas m'exprimer. Donc,
Ben, c'est bien que tu aies fait ce parcours pour pouvoir savoir comment être maintenant, quoi. Ah, mais c'est une délivrance, Vaut moi. mieux faire ça maintenant C'est tellement une jamais, quoi. délivrance. Je cristallise plus, j'en veux plus. Ça me laisse accéder à mon amour. Moi, je suis comme je dis, j'aime bien me définir comme ça. Je suis une gentille. D'ailleurs, je comprends pas que les gens, voilà, je comprends pas. Je comprends pas que les gens sont méchants, voilà. Alors maintenant, j'ai compris, ils sont pas méchants. C'est qu'ils ont des réponses qui sont pas adaptées ou qui sont en mode défense, donc du Bien coup, sûr. ils peuvent être agressifs, comme moi j'ai pu l'être d'ailleurs aussi. Mais du coup, moi, ça aujourd'hui, je porte plus d'intention sur les gens. Je les vois dans leurs difficultés, parce que quand même, ok, alors j'aime bien dire cette phrase, autiste mais pas con. C'est-à-dire que moi je sais que j'ai accès à beaucoup plus d'informations que les autres, parce que moi sensoriellement, waouh, je vois, j'ai une mémoire de fou, donc j'ai quand même, j'ai des avantages aussi à être ce que je suis. Ma différence, je l'aime aujourd'hui. Voilà, j'aurais juste voulu qu'on me l'explique avant, parce que je la voyais pas avant, quoi. Donc en fait, j'avais pas mon mode d'emploi. Et donc, j'ai fonctionné avec le mode d'emploi de ce que je pensais qui était. Et personne m'a expliqué que non, c'était pas comme ça, que je traitais pas correctement les choses, quoi. Tu vois, et c'est un regret, mais j'en veux à personne, parce que je sais aussi que le monde est en évolution et que ce type de sujet-là, il y a 30 ans en arrière, et il y a même 10 ans en arrière, on n'en parlait pas. Mes parents m'ont dit... avec mes parents, par exemple, j'ai pu refaire le lien, et j'ai eu ma libération, la phrase qui... Voilà, pour la fête des pères, mon papa m'a dit... je l'appelle, je lui dis, tu sais, je t'aime beaucoup, je sais que tu m'aimes, et je sais que toutes nos difficultés, c'est beaucoup l'incompréhension, en fait. Il m'a dit oui, il me dit, tu sais, moi je sais que j'aurais pas dû me mettre en colère comme ça, que j'étais trop impulsive, trop, voilà. Et là il me dit, tu sais Sonia, on a toujours su que tu étais différente, mais c'était comme ça, on savait pas, à cette époque-là, et il dit, à cette époque-là, il n'y avait pas de mots pour mettre là-dessus, donc bon nous t'avais l'air d'aller bien, et t'allais bien, quoi. Voilà, tu ne demandais rien, t'allais bien, voilà. Et là, je lui dis, je sais, je vous en veux pas. Je vous en veux pas, personne m'a vu. J'en veux à personne de ne pas m'avoir vu. Aujourd'hui, je suis en paix là-dessus, vraiment. Et d'ailleurs, quand je parle avec d'autres personnes autistes qui découvrent leur truc tardivement, parce que le premier truc, c'est la colère quand même, de dire, avec tous les psychiatres que j'ai vus, il n'y en a aucun qui a dit, oh, il y a un problème. Il y a une diagnostic tardif, ça Voilà. c'est sûr. Et donc aujourd'hui, moi, je dis aux gens, ne soyez pas en colère, l'information n'est pas encore arrivée partout. Par contre, maintenant, je dis aux responsables, à ceux qui font les programmes, que ne pas traiter correctement l'autisme dans tout ce qu'il est, c'est-à-dire dans tout le spectre, de confondre ce qu'est l'autisme avec les comorbidités de l'autisme, ça suffit. Ouais, et puis aussi renvoyer des gens parce qu'ils regardent dans les yeux et que l'autiste ne devrait pas regarder dans les yeux en principe, donc du coup la personne qui arrive à faire n'est forcément pas autiste. C'est n'importe quoi. Voilà, donc c'est bien que tu mentionnes ça. N'importe quoi, parce que en fait nous, avec nous, si on nous montre, on apprend, et quand on apprend, on sait faire. Bien sûr, ouais. Papa dit que je suis un très bon conducteur. J'adore cette phrase de Redman. On lui a montré comment il fallait qu'il conduise. Il sait conduire malgré tout son handicap. Et bien nous, si on nous montre correctement, on sait faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne fais pas de thérapie. J'ai un organisme de formation. Je montre qu'est-ce qu'on peut faire avec des compétences sociales et relationnelles. Apprendre à questionner quelles questions, quel type de questions, parce que nous, on se pose 40 000 questions, donc il faut faire du tri, d'accord ? Et apprendre à faire ça. Pour être autonome dans son jugement et de pouvoir repartir de nous, d'être libre. Puis évidemment, il y aura ton lien qui sera dans la description. Si tu souhaites dire 2-3 mots en plus par rapport à ton activité, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose en plus que tu aimerais citer ? Non, mon activité, c'est l'organisme de formation qui fait sa vie, qui donc a 3 ans. On accueille
Juste, je vais peut-être préciser à qui ça s'adresse. Donc, ça s'adresse aux personnes HPI, TSA qui ont besoin de comprendre leur handicap et qui veulent mieux communiquer. Donc, voilà, qui sont dans cette envie-là. Ça s'adresse aux parents qui ont des enfants, des ados diagnostiqués un peu tardivement et qui sont en rupture. Voilà. Donc, pour les aider à mieux communiquer, à recréer le lien. Voilà. Ça s'adresse... on forme aussi les aidants à, voilà, parce que parfois on vous dit voilà, vous êtes moniteur éducateur, vous êtes ceci, vous êtes ça, mais en fait il manque des connaissances sur l'autisme, et parce que nous on la vit de l'intérieur, donc moi mon formateur est aussi comme moi, parce qu'on vit de l'intérieur, alors on peut transmettre un savoir qui est difficile, enfin, qui pour l'instant n'est pas enseigné dans les facs. Voilà. Et ensuite, on peut, l'autre truc, c'est les managers, les cas d'entreprise, on peut les accompagner parce qu'il y a de plus en plus de profils atypiques. Alors ça, c'est le 2e livre que je suis en train d'écrire. Ah ouais, t'as la promo là. Ouais, bah, on va gentiment terminer si jamais aussi, donc on fait les dernières petites lignes. Et puis, on fait les dernières petites lignes. Donc je vais terminer là-dessus. Je suis en train d'écrire donc, mon second livre, qui est plus en direction des politiques, des responsables, qui s'appelle L'autisme, cette nouvelle humanité. Parce que je pense que nous sommes bien plus nombreux. Je pense que l'autisme est une évolution génétique de l'être humain qui nous permet de mieux percevoir, en tout cas de manière plus intense, notre monde, parce qu'il faut qu'on arrête nos conneries. Parce que la planète, elle n'en peut plus de nous. Que l'humanité, entre notre pollution, notre guerre et notre surpopulation, voilà, c'est plus possible. Et je pense que les personnes autistes sont les premières personnes sensibles à ça, parce que nous, justement, quand il y a trop de bruit, trop d'odeur, trop de monde, trop de... Donc on est les premiers à dire faut arrêter, quoi. Et finalement, on est peut-être... faut voir comment nous on pense, et je pense que les autres devraient nous suivre dans cette hypersensibilité. Elle n'est pas là par hasard, cette hypersensibilité, elle est là pour nous amener à avoir un monde plus juste et plus raisonnable. Je te remercie pour ton témoignage. Merci. Et puis... Merci pour ton travail, pour la chaîne. Voilà, c'est une belle initiative. On a besoin de porter cette parole des personnes autistes qui, à mon avis, ont un grand rôle à jouer. Et donc, toi, avec ton équipe, 1%, vous faites un super boulot. Et bien sûr qu'on va relayer aussi. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. C'est plaisir. Écoutez, merci à tous pour avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter également sur vos expériences, à donner des retours aussi sur l'interview, points à améliorer. Et c'est toujours intéressant aussi d'entendre ces retours-là. Ceux qui écoutent en podcast audio, donc sachez, ou bien ceux qui aiment et regardez plutôt, consommer ces podcasts en audio, sachez que c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et autres plateformes de podcasts. Sachez aussi qu'on a lancé un forum dernièrement où il y aura des lives, où il y aura des groupes de discussion et autres. C'est un forum qui se passe sur Discord, donc il faut aller sur le site 1%autisme.com. Et donc voilà, merci beaucoup Sonia de nouveau d'avoir été présente aujourd'hui, d'avoir accepté cette invitation. Donc on mettra les liens, n'hésitez pas à consulter les différents travaux et différentes activités de Sonia. Et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.